Alors, peut-être qu'il faudrait d'abord que les pétitionnaires présentent leurs cas respectifs et puis ensuite nous aurons la réponse de la Commission. Très bien, donc la Commission n'interviendra pas à quelque phase que ce soit de cette présentation. Alors, maintenant nous allons passer au point 17, 19 et 23. I present my second petition today. Je présente aujourd'hui ma deuxième pétition. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, je vous remercie de me laisser m'exprimer aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième pétition. Beaucoup d'entre vous avaient déjà eu l'occasion de voir et d'entendre les graves conséquences des enlèvements d'enfants, enlèvements violents et de non-respect de nombreuses conventions. La présentation de cette année porte sur des violations graves des droits de l'homme et sur les discriminations commises par les autorités danoises. Selon les Nations Unies, l'enlèvement d'enfants représente un abus grave par rapport aux enfants. C'est une forme extrême d'aliénation parentale. C'est un abus grave. Les autorités danoises soutiennent, semble-t-il, ce type d'enlèvement et certaines personnes ont été pourtant inculpées d'enlèvement et ces inculpations semblent passer sous silence. Les autorités danoises ont même présenté des documents visant à légaliser ces abus commis à l'encontre d'Oliver depuis 2010. L'expert chargé des droits de l'homme, Jon Fredrik Kugler, qui aujourd'hui devrait être désigné juge à la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé déjà en 2012 qu'Olivier devait m'être rendu, mais les autorités danoises n'ont pas respecté cette décision. Une décision des Nations Unies précise également que le Danemark doit me permettre de voir mon enfant. Cette décision a été également ignorée. Madame Auken a déjà eu sans doute l'occasion d'en parler. On sait que mon cas n'est pas unique. Si vous décidez de clore cette pétition, vous partez du principe que ces droits de l'enfant ne sont pas d'actualité et que les enfants dans l'Union européenne n'ont plus aucun droit. Enfin, j'aimerais vous lire quelques mots d'une lettre que j'ai reçue en janvier dernier, une lettre qui m'a été adressée par le ministère danois de la Justice. Et là encore, j'avais demandé de recevoir certains documents qui concernaient mon fils et moi-même. Je cite les termes de cette lettre. Selon l'acte record public, paragraphe 32, le droit d'accès peut être limité dans la mesure nécessaire, et ce pour protéger les intérêts en matière de politique étrangère, y compris les relations avec d'autres pays ou avec des institutions internationales. Selon le ministère, il y a un risque imminent de voir les intérêts du Danemark en matière de politique étrangère lésés si ces documents et ces informations étaient rendus publics. Le ministère analyse la question de savoir si ces informations doivent être retirées de toute possibilité d'accès public, et sur base de cette analyse spécifique, le ministère a estimé que par rapport aux intérêts du pays en matière de politique étrangère, il était essentiel de ne pas vous accorder de droit d'accès à l'information. Voilà cette lettre. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais vous demander instamment d'aider tous ces enfants qui attendent désespérément votre assistance. Merci. Continue with introducing the... Bien, nous poursuivons et nous passons aux deux autres cas. Case of Kima. Il s'agit de Kima. Ah, désolé. Got a bit nervous. We have... Oui, nous avons
le cas d'une mère américaine, Kima Schmidt-Musselin, et elle nous adresse un message vidéo que je vous invite à lancer. No, no, she knows it. Does she do? Does she know that she... Vorher? My name is Kima Schmidt-Musselin, and I am an American mother. Je suis Kima Schmidt-Musselin, je suis une mère américaine. J'ai vécu au Danemark de septembre 1997 à novembre 2012. J'ai un fils, Cody Kenneth Johansson, 10 ans, qui est un citoyen américain et danois et qui est contraint de rester au Danemark avec mon ex-mari danois, Henrik Johansson, et ce depuis novembre 2012. En août 2007, mon père a reçu un diagnostic de cancer avec une faible espérance de vie. J'ai passé 3 mois avec mon père pour l'aider et lui dire au revoir. Henrik n'a pas permis à Cody de m'accompagner pour rendre visite à son grand-père mourant et j'ai appelé le Danemark chaque semaine depuis les États-Unis pour parler avec Cody. En octobre 2007, avant de rentrer au Danemark, Henrik a essayé de supprimer la garde conjointe. Il a rencontré un assistant social de la commune de Nyborg et lui a menti en affirmant que je ne voulais plus voir mon fils, que je l'avais abandonné. Nous avions une garde conjointe et j'avais la possibilité de recevoir l'ensemble des documents, mais cet assistant social a cru au mensonge de mon ex-mari et a contribué à lui accorder la garde unique. Je me suis rendu compte ensuite avec Aurore que la stratégie danoise était de créer des conflits très importants entre les parents de façon à ce que le père reçoive la garde unique. On a utilisé le fait que j'étais une mère étrangère et on m'a supprimer toute possibilité d'accès à mon fils. Je suis non violente, je ne consomme pas de drogue ni d'alcool et je ne suis pas mentalement instable. Mais ensuite, Henrik a entravé toute possibilité de visite. Je n'ai plus eu de droit de visite et mon fils n'a plus pu me voir. Les conditions qu'il imposait étaient tout à fait irréalistes ou il refusait tout simplement toute possibilité de rencontre. Les autorités danoises n'ont pas fait appliquer les dispositions en matière de droit de visite. J'aime Cody, Cody m'aide, il l'a dit à ses professeurs, une lettre le confirme et il est, semble-t-il, extrêmement traumatisé de ne plus pouvoir vivre avec moi. C'est une situation tout à fait inhumaine et nous constatons qu'au Danemark, les enfants n'ont plus le droit de rencontrer leur mère étrangère ou de vivre avec elle, tout simplement parce que l'homme danois dispose d'un pouvoir absolu et que la mère n'est pas danoise. Au Danemark, l'homme danois n'a aucun incitant pour coopérer avec une mère étrangère en tenant compte des meilleurs intérêts de l'enfant, tout simplement parce que le système danois prend en compte toutes ces demandes indépendamment de leur caractère raisonnable. J'invite instamment le Parlement européen à intervenir pour mettre un terme à cette situation parfaitement intolérable, une situation qui touche de nombreux parents étrangers et leurs enfants au Danemark et qui touche tous les secteurs de la société danoise. Le Danemark n'a pas prévu de possibilités adéquates et a négligé de manière passive ses obligations positives conformément au droit européen et au droit international. J'invite le Parlement européen à réaffirmer le droit pour les enfants de mener une vie de famille avec leurs parents étrangers, droit violé par le Danemark. Je pense qu'il faut mettre l'accent notamment sur les droits de garde, les droits de visite pour ces parents étrangers qui ont des enfants, qui ont eu des enfants avec des citoyens danois, enfants qui ne peuvent quitter le Danemark parce qu'ils
n'en ont pas la possibilité. L'État du Danemark viole ses droits de l'homme, les droits à la vie familiale, les droits de ses enfants, qui sont pourtant garantis par la Convention européenne sur les droits de l'enfant. Il faut également insister sur le fait que nos enfants n'auront pas la possibilité de quitter le Danemark. Les parents étrangers devraient bénéficier des mêmes droits au Danemark par rapport à leurs enfants que les droits dont disposent aujourd'hui les citoyens danois. Parmi ces droits, on peut citer les droits familiaux des parents étrangers de vivre avec leurs enfants, de voyager en dehors du Danemark avec leurs enfants. Droits qui sont octroyés aux citoyens danois. Je demande instamment au Parlement européen d'insister auprès des autorités danoises pour que ces droits soient respectés dans l'intérêt de tous les enfants, de leur père ou mère étrangers au Danemark. Je pense qu'il faut envisager également des sanctions financières à l'encontre de l'État du Danemark si ces droits ne sont pas respectés. Merci. I would like to inform, Je tiens à informer les députés qu'il s'agissait de la pétition relevant du point 29. Alors nous allons revenir au point 17. Il n'y a pas moyen de faire autrement, donc je vous invite à poursuivre. The next case is... Le point suivant, c'est Tamina Ban, qui est également citoyenne des États-Unis. Là, il y a une évolution tragique de ce cas récemment. Je ne puis vous donner que des informations fragmentaires, mais je vais vous dire ce qu'il s'est passé d'après cette mère au cours des dernières semaines. Nous savons que la fille a fugué à plusieurs reprises et que la mère a maintenant été écrouée depuis l'année dernière. Elle est accusée d'enlèvement d'enfants et lorsque la fille a fugué, en fait, la mère était déjà en prison. Et les autorités policières danoises ont reçu une lettre de la fille, Mia, mais ils n'en ont pas informé la mère. En fait, elle présentait ses excuses pour tous les bouleversements qu'elle avait causés. Alors, il y a eu un vice technique lors du procès qui était en fait une violation des droits de l'homme parce que en fait cette personne a été jugée sans bénéficier d'un avocat ni d'un interprète. Pour moi, ça ne me paraît pas des conditions adéquates et donc elle a été libérée à la suite de ce vice de forme. Et d'après mon information, la fille est maintenant aux États-Unis. Et le père, lui, a introduit un recours pour enfants en fugue. Mais je ne sais pas maintenant comment toute cette histoire sera résolue. Puisque la mère ne sait plus par quel bout prendre la chose. Et elle va faire parvenir à votre commission une mise à jour dès que la situation s'éclaircit un peu. Merci. keep on talking to us. Merci. Item. Vous allez encore intervenir, mais il s'agit du cas de Madame Aspelin. Oui, c'est une dame des Philippines, c'est la pétition point de l'ordre du jour 19. Elle m'a demandé de vous lire la chose suivante. Alors, à votre commission, c'est avec espoir et à la suite de persévérance que moi et mon fils avons enfin remporté notre procès en janvier 2013 à Copenhague. J'ai été octroyé le droit de séjour de mon fils là où je le souhaitais. Donc, je suis retournée chez moi avec mon fils, avec un emploi stable, un foyer stable et... En fait, les 2 années que j'ai passées au Danemark, c'était sans mon fils, sans emploi stable, sans possibilité de travail et me battant contre un système qui ne songeait pas du tout au bien-être de mon fils. Et tout ceci, bien sûr, pèse beaucoup sur mon fils et moi-même. Lorsque j'ai
constaté à la suite de la découverte d'un document qui se trouvait dans la maison de mon ex-belle-mère que mon fils avait été enregistré dans une crèche. Je me suis rendue à la commune de Nestved pour leur faire part de notre situation. Et la commune m'a déclaré que tout parent avait le droit d'enregistrer son enfant dans une maternelle, dans une crèche, sans que les deux parents aient besoin de donner leur consentement. La commune m'a également informé que je n'avais pas le droit de chercher mon enfant à la crèche ni de lui rendre visite. Et l'on m'a également dit que je devais coopérer et respecter les exigences de mon ex-mari et que je ne pouvais voir mon fils que 2 fois par semaine pendant 4 heures, sinon mon fils serait placé dans une famille d'accueil. Et toutes ces décisions ont été faites par des personnes qui souhaitent protéger les droits de mon ex-mari et non pas ceux de mon fils. L'administration d'État ne m'a pas beaucoup aidé non plus lorsque j'ai demandé à ce que mon fils ait un accès égal à ses 2 parents. Et ils n'ont pas reconnu le fait que moi-même et mon fils ne sommes pas des résidents au Danemark. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé un avocat qui s'est battu pour moi, même si normalement il n'acceptait pas les procès pro bono. J'ai dû donc subir plusieurs procès. Je suis reconnaissante qu'au Danemark, il y a effectivement cette possibilité d'être défendu pro bono, mais cela ne veut pas dire que tout était gratuit. Et donc j'ai dû verser beaucoup d'argent à mes avocats au Danemark et aux Philippines. En octobre 2012, c'est-à-dire seulement 4 mois avant que j'ai pu rentrer chez moi, le tribunal a ordonné à mon mari de faire en sorte que mon fils puisse passer 1 semaine sur 2 avec nous, à condition que je donne mon passeport à la police chaque fois que j'allais chercher mon fils. Et donc, c'est ce qui s'est passé chaque fois que mon fils était avec moi pendant 1 semaine. C'était difficile, mais nous avons surmonté cela. Mon ex-mari, même après qu'il a été démontré qu'il avait retenu illicitement mon fils, n'a pas subi de conséquences quelles qu'elles soient. Sauf maintenant qu'il a perdu son fils. Mais moi, j'ai perdu ma carrière, mon foyer, tout ce qu'il m'a pris lorsqu'il m'a enlevé mon enfant. Alors, j'ai proposé à plusieurs reprises d'en parler sereinement pour voir comment on pouvait résoudre tout cela, mais il n'a pas voulu en discuter, ce que j'ai du mal à comprendre. Mais peut-être que je n'ai pas eu de chance parce que mon ex-mari n'a pas été suffisamment intelligent pour se tourner vers les médias danois et faire une campagne orchestrée contre une étrangère. Peut-être que l'issue de cette histoire a été bien différente. Maintenant, je rentre chez moi, j'ai recommencé à construire une vie. Je ne peux pas me plaindre. Mais j'ai bénéficié de toute l'aide possible pour surmonter ce que j'ai dû surmonter au Danemark. Comme la Commission l'a dit, la Commission constate que le Danemark a souscrit à la Convention européenne des droits de l'homme et par conséquent doit respecter tous les droits fondamentaux qui sont ancrés dans cette Convention, y compris le droit à une vie de famille. Alors que je me battais pour la garde de mon enfant au Danemark, le Danemark n'a respecté ni mes droits ni ceux de mon enfant. Bien à vous, Marie-Kathleen Denise Ars Aspelin. Donc, nous passons maintenant à un autre cas, numéro 25 à l'ordre du jour, Oksana Yul. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis présente aujourd'hui pour faire une déclaration dans l'espoir que cela puisse contribuer à mettre un terme à la violation du droit des femmes et de leurs enfants au Danemark, tout comme cela a été le cas de Victoria et de moi-même. Peu après la naissance de ma fille, mon mari danois a changé de comportement envers moi. Il est devenu extrêmement violent. Il m'a interdit, ainsi qu'à ma fille, de rendre visite à notre famille en Russie, de montrer notre fille à sa grand-mère étrangère et à mes autres parents, bien qu'il ait été lui aussi invité. Il a dissimulé de moi le certificat de naissance, l'acte de naissance, ne m'a pas remis de copie de celui-ci. Il a soulevé Victoria dans les airs avec la tête en bas pour la secouer et en affirmant que c'était un exercice nécessaire pour améliorer son intelligence. Il a menacé de me faire expulser du Danemark sans Victoria avec l'aide de la
commune danoise, et lorsqu'il a commencé à me menacer qu'il disparaîtrait avec Victoria en jetant mes affaires dehors si je ne déménageais pas. Il m'a menacé en fait. Victoria avait à peine 1 an lorsque j'ai été privé de toute garde, sans aucun motif autre que la demande introduite par mon mari danois. Les jours de visite auprès de Victoria ont été réduits de 7 jours à 5 jours sans aucune raison. Tous mes parents sont en Russie et mon mari se dit effrayé de me voir emmener Victoria en Russie. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de garde et sur 2 semaines, je n'ai que 5 jours de droit de visite, alors que lui bénéficie de 9 jours sur les 2 semaines. Les décisions des tribunaux danois se réfèrent à un rapport d'un expert danois en matière de droits de l'enfant qui a déclaré que le droit de garde exclusif devrait être accordé à mon conjoint danois parce que d'après cet expert, notre fille serait davantage attachée sur le plan émotionnel à mon mari danois. Le paradoxe ici, c'est que à ce stade, notre fille a atteint l'âge de 2 ans alors qu'elle était toujours allaitée. Alors qu'elle ne pouvait pas, par conséquent, être davantage attachée à mon mari, émotionnellement parlant. Les mensonges de mon mari concernant Victoria ont été acceptés sans autre forme de procès par les tribunaux danois, tout simplement parce que je suis ressortissante étrangère. J'ai fait preuve d'une bonne coopération concernant Victoria, comme en atteste un rapport de la crèche au sujet de notre présence conjointe concernant les dispositions à prendre, les visites médicales et autres accords concernant Victoria, y compris sa scolarisation. Il n'y a aucun autre recours auprès du Statsforvaltningen ni d'autres autorités sociales susceptibles d'indiquer l'existence de quelques problèmes que ce soit en matière de coopération entre nous au sujet de Victoria. À part le droit de garde dont j'ai été privé et la réduction du nombre de jours pendant lesquels j'ai le droit de rendre visite à Victoria, j'ai essuyé des refus des autorités danoises, du Statsforvaltnings, concernant les jours de vacances que j'ai le droit de passer avec Victoria à l'extérieur du Danemark, l'administration publique danoise. Donc, parce que mon mari était contre. J'ai été victime de violence et au Danemark, je me sens comme si j'étais en prison. Je ne mérite pas d'être traité ainsi. Je suis une femme honnête, éduquée, je suis une bonne mère et moi-même et ma fille avons le droit de vivre une vie normale. J'espère que le Parlement européen nous aideront, Victoria et moi-même, à rétablir le droit de garde avec une possibilité de visite à hauteur égale à celle dont bénéficie mon ex-mari et un droit à des vacances avec Victoria en dehors du territoire du Danemark. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au point numéro 26 de l'ordre du jour. Madame Annie Nielsen. Mrs. Annie Nielsen is there? Okay. Est-ce que Madame Annie Nielsen est là? In my case, I lost my children because Denmark has. En ce qui me concerne, j'ai perdu mes enfants parce que le Danemark a violé la Convention de la Haye, la Convention des droits de l'enfant. Les autorités danoises se sont totalement désintéressées de 2 petits-enfants d'origine asiatique qui sont des citoyens danois et italiens. C'est vraiment un scandale, mais c'est assez fréquent au Danemark. Les intérêts de Shin et de Alice n'ont pas été pris en considération par les autorités danoises parce qu'ils ne sont pas ethniquement danois. Il y a manifestement au Danemark des discriminations systématiques et flagrantes. Le Danemark
n'a pas respecté ses obligations de protection des droits fondamentaux. Ceci, pour mes enfants, a eu des conséquences particulièrement graves. Le DFA danois n'a pas respecté le Personendataloven. Les travailleurs sociaux ne m'ont jamais informé de mes droits d'accès à mes dossiers. Et on a d'ailleurs engagé une procédure contre enlèvement d'enfants à mon encontre. On m'a considéré comme kidnappeur et j'ai déjà été condamné à moi-même mon procès. C'est une violation flagrante de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. Je n'ai pas été en mesure de présenter mes arguments et de me battre contre tous les mensonges proférés par mon ex-mari. Je n'ai pas eu non plus la possibilité de bénéficier d'une assistance juridique et de demander une médiation avant que les affaires familiales, le service des affaires familiales danois ne saisisse les tribunaux. Il y a eu manifestement transmission incomplète d'informations aux tribunaux. Les tribunaux danois, désolé, je pars un peu le fil, mais je dois vous dire que aucun tribunal danois n'a rencontré de travailleur social avant le procès. La Haute Cour a refusé de tenir compte des documents. Tous les documents présentés par l'école maternelle, par un expert, par un psychologue, les certificats de la municipalité, tous ces documents n'ont pas été pris en considération. Mes enfants ne peuvent vivre avec moi. Leur droit est violé. Je n'ai jamais non plus reçu la lettre du tribunal, une lettre qui remonte à août 2011 m'informant que je devais me présenter face aux tribunaux avec mes deux enfants. Nous avons vraiment été choqués, mes enfants, moi-même. Bon, j'ai eu 2 jours pour préparer mes enfants et leur faire comprendre qu'ils devaient retourner en Italie sans moi parce que mon ex-mari avait promis d'envoyer une garantie qu'il révoquerait sa plainte, mais cela n'a jamais été fait. Par ailleurs, après 6 mois, lorsque je suis rentrée en Italie, j'ai vraiment eu énormément de difficultés à retrouver et à revoir mes enfants. Le Danemark a également violé la Convention de la Haye et l'article 13b. Ces enfants ont passé plus de 14 mois au Danemark. Ils ne parlent que danois, les enfants, les parents ne parlent, le papa ne parle que l'italien. J'ai d'ailleurs pris contact avec les autorités danoises en insistant sur le fait que ces enfants de 3 et 5 ans étaient très souvent laissés à leur sort par leur père. Ces enfants sont passés de babysitter en babysitter pendant des jours et des jours. Et je me suis battue pour recevoir des réponses de l'aide des autorités danoises. Mais quelle que soit ma façon de communiquer avec ces autorités, les réponses que je recevais étaient toujours lacunaires. Ainsi, j'ai demandé la possibilité de rencontrer les autorités danoises et la réponse que j'ai reçue est qu'il n'y a aucune raison pour les autorités de me rencontrer. J'ai également demandé à 2 reprises au médiateur danois de se pencher sur ces dossiers et sur la façon dont les services danois aux affaires familiales avaient géré ce dossier. À ma dernière demande, on m'a répondu, c'était en septembre 2013, on m'a répondu, donc c'est le médiateur qui a répondu qu'il avait décidé de ne pas mener l'enquête parce que il avait précisément le pouvoir de décider de ne pas mener l'enquête. J'ai également adressé une lettre d'un avocat italien invitant les autorités danoises à m'aider sur le plan financier, sur le plan économique, parce que j'étais bloquée en Italie.
Bon, j'ai finalement perdu la garde de mes enfants. Et finalement, mon ex-mari a réussi à écarter mes enfants. Je demande à votre commission de m'aider, d'aider mes enfants pour que nous relancions l'affaire et que nous recevions toute l'assistance à laquelle nous avons droit en tant que citoyens danois. Je demande également à votre commission d'analyser cette situation et de mettre un terme à ces violations flagrantes des droits des enfants. Merci. Nous passons au point 27. Madame Laila Egensbergis va nous le présenter. C'est moi. I'm going to make a statement from your Je vais vous faire une présentation au nom de la pétitionnaire qui ne peut pas être ici présente aujourd'hui. Elle et ses filles ont vécu dans la peur, ont subi toutes sortes de violences du fait de son ex-mari. Et ce, depuis plusieurs années. Elle a réussi à lui échapper. Et le ministère d'État lui a dit que si elle retournait dans son pays, c'est-à-dire l'Islande, elle serait protégée. Ils ne l'ont pas fait. La police l'a appréhendée la semaine dernière. Elle a été écrouée au Danemark. Et pas de solution, pas de recours. Elle n'a personne à qui adresser une plainte. Et donc, ils ont vécu pendant des années dans la peur, elle et ses filles. Et donc, j'espère que votre commission va venir en aide à elle et à ses enfants. Merci. Merci. Et vous allez maintenant présenter votre propre pétition. Il s'agit du point 35. Je vous en prie. Merci. Merci de me laisser intervenir ici aujourd'hui. Mon fils avait 4 ans l'année dernière lorsqu'il est revenu à la maison avec des traces de violence de son père. Nous avons tout fait en respectant la procédure comme cela a été demandé par les Danois. Alors ils n'ont rien fait. Ils ont parlé au père, ils ont parlé à mon fils, mais ils ne pouvaient rien faire. Mon fils n'a que 4 ans. Et donc, lorsque l'on a 4 ans, on ne peut pas se fier à ce que vous dites. Alors, je me suis adressée à un psychologue pour enfants et je lui ai demandé de voir ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé. Et elle a constaté que ce que disait mon fils était la vérité. Il a subi des sévices à plusieurs reprises. Alors, elle a rédigé une lettre, un rapport à l'administration publique et a demandé à ce que l'on protège mon fils et qu'il n'y ait pas de droit de visite pour le père. Le père, lui, était déterminé à maintenir ce droit de visite et donc il a saisi le tribunal d'application des peines ou de saisie au Danemark. Et je ne souhaitais pas que mon fils le voie parce que j'avais confiance en mon fils et mon fils souffrait beaucoup à l'époque. L'administration publique, quant à elle, ne souhaitait pas supprimer ce droit de visite parce que le père, lors d'une réunion, avait affirmé qu'il n'avait jamais touché son enfant. Lorsque la psychologue a présenté son rapport, eh bien, elle lui a demandé à l'administration publique de vérifier les faits. Un autre psychiatre a été saisi pour voir ce qui s'était passé, et cela 2 mois après. Alors le 9 décembre, une décision a été adoptée, à savoir qu'il valait mieux que ces droits de visite se fassent, mais supervisés et pendant une durée maximum de 2 ans. Mais dans l'intervalle, je voulais protéger mon fils et j'ai donc refusé qu'il ait ce droit de visite et j'ai été emprisonnée à mon tour pendant 6 semaines au départ. En fait, j'y suis restée 6 jours. Enfin, on a pensé que mon fils serait enfin laissé tranquille. Mais
il s'est ensuite avéré que le père avait introduit un nouveau recours pour obtenir le droit de visite plein et entier. Et donc nous avons vécu, moi et mes enfants, comme des réfugiés, comme des juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui pourrait me protéger. Merci. Thank you as well. Merci. Nous passons au point numéro 38. Madame M.K. voudrait présenter son cas. Il y a une vidéo prévue. The problem, should I read it? Should I read her statement? I have a statement. You have Karima's? Yeah. Yes. Relation to work with Danish national treasures. I've also studied religion at the University of Copenhagen. In 2010, I had full custody of my son. En 2010, j'avais la garde exclusive de mon fils, que j'avais en fait toujours eu. I felt forced to leave Denmark in order to protect my son and secure his safety. Many specialists. Je me suis senti contraint de quitter le Danemark pour me protéger mon fils et pour sa propre sécurité. De nombreux spécialistes se sont déclarés profondément préoccupés par le bien-être de mon fils en raison de l'accord ordonné par la justice. En dépit de cela, cet accord a toujours été appliqué invariablement. Les autorités ont décidé de passer outre l'appel à l'aide de mon fils, ses propres désirs et la préoccupation des experts. En 2012, j'ai été arrêté alors que j'étais en chemin pour rendre visite à ma mère dans un hôpital au Danemark. Mon fils a été placé en institution et j'ai moi-même été arrêté pendant 6 semaines et accusé de kidnapping, d'enlèvement. Il s'est avéré que la garde exclusive avait été transférée au père de mon fils sans que je le sache. En dépit du fait que mon fils a déclaré à de nombreuses reprises qu'il voulait revenir vivre après avec sa mère, il a maintenant été placé en institution pour enfants ayant fait l'objet d'un diagnostic depuis plus de 2 ans. Alors qu'il ne fait l'objet d'aucun diagnostic, les conséquences de ce placement ont été une séparation brutale de moi, sa mère, l'isolement par rapport à ses amis, sa famille et son réseau de connaissances. Ils n'ont jamais eu l'autorisation de lui rendre visite. Sa grand-mère, à laquelle il était très attaché, est malheureusement décédée après s'être vu refuser tout contact avec son petit-fils pendant le reste de ses jours. La police n'a pas été en mesure d'engager des poursuites au pénal contre son père, malgré plusieurs déclarations faites par mon fils, tant à des spécialistes et que devant la police, des dépositions. Pendant mon procès, mon avocat a découvert que des preuves étaient manquantes parce qu'elles avaient été détruites et que des rapports d'audition avaient également disparu. Ces éléments de preuve auraient pu m'aider et auraient pu aider mon fils aussi. Je vous prie de bien vouloir vous assurer que les droits de mon fils sont respectés et que mon droit de participer aux décisions concernant sa vie le sont aussi. Je voudrais conclure cet appel en lisant la dernière lettre écrite par mon fils aux autorités. Je ne souhaite plus voir mon père. Je ne l'aime pas parce que je n'aime pas ce qu'il fait. Je ne veux pas aller à son domicile. J'ai peur de lui. S'il vous plaît, ne lui parlez pas de ma lettre parce que sinon il sera en colère contre moi. Je ne veux que rester là où je suis maintenant, mais ce que je veux le plus, c'est être avec ma mère. Je ne veux plus voir mon père. Je ne veux pas qu'il soit au courant. Je ne veux pas le connaître mieux. Je ne veux plus aller à son domicile, plus jamais. Merci beaucoup. Alors, merci. C'est vraiment une audition particulièrement choquante que nous avons aujourd'hui, des auditions. Nous allons passer au point numéro 40 à présent.
also wishing to preserve her privacy. Then not this anymore. Hello, my name is Sis. Je suis Sitzel Lister. When we finish these, we go on to the commission. Yeah. Well, this is the last one, and then we go to the commission. And then the commission. Okay. How does? Hello, my name is Sissel Lust. Je suis Sitzel Lister. Je suis venue trouver refuge ici aux îles Féroé parce que je ne pouvais pas protéger mon enfant au Danemark. J'étais pasteur dans l'église luthérienne au Danemark, mais avant tout, je suis la mère de 3 enfants. Et je suis également une victime de harcèlement avec menaces. Et comme vous le constaterez, je ne pouvais ni travailler en protégeant mon enfant dans ce contexte de harcèlement. J'avais de très bonnes relations avec le père de mes enfants les plus âgés, qui est d'ailleurs également venu aux îles Féroé. Mais malheureusement, quoi que j'ai pu dire aux autorités danoises, ils n'ont jamais mené l'enquête quant aux capacités parentales du père de mon fils cadet. Je n'ai donc été en mesure de prendre aucune disposition, même si j'ai toujours craint la violence, la négligence et les abus sexuels. Je ne suis pas la seule mère qui a été mise en prison. J'ai été emprisonnée pendant 17 jours, tout simplement parce que j'insistais auprès des autorités pour qu'elles mènent l'enquête, qu'elles essaient de voir pourquoi mon fils ou mon enfant pleurait, avait peur lorsqu'elle voyait son père. J'ai dû confier mon enfant à une famille d'accueil parce que je n'étais pas en mesure de la protéger contre son père. En fait, il y a 2 législations contradictoires au Danemark. Il y a d'abord la législation des services sociaux qui dit que vous devez protéger votre enfant si vous êtes inquiet, mais l'autre législation est une législation liée à la responsabilité parentale qui dit que les enfants doivent avoir 2 parents quoi qu'il se passe. Les municipalités retirent beaucoup plus d'enfants de leurs parents. L'administration nationale met un terme au droit de visite, ce qui signifie finalement que les parents incapables doivent voir leurs enfants et que le parent protecteur, le parent faisant preuve d'empathie, est incarcéré et n'a plus la possibilité de protéger son enfant. J'espère que vous pourrez prendre des mesures. Je sais que c'est une situation qui touche de nombreuses personnes, mais la plupart souffrent d'un stress post-traumatique et qui les rend trop malades pour qu'ils puissent s'adresser à vous. 77% de toutes les personnes qui connaissent ma situation sont confrontées à un stress post-traumatique, ce qui est un pourcentage beaucoup plus important que la situation connue par exemple par les vétérans américains de Vietnam. Donc il apparaît très clairement que le gouvernement danois détruit les enfants, mais détruit également les parents protecteurs. Merci.